Bonjour et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer qu'il existe bel et bien des solutions grâce à des gens incroyables et engagés qui contribuent à changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à me le dire ici ou sur mon compte Instagram marions.journée. Je serai ravie d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi poster sous le hashtag MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce nouvel épisode d'Espérance. Alors à mon tour, je tiens à vous souhaiter une très belle journée internationale de la Terre puisqu'on est le 22 avril. À défaut de pouvoir aller dans la nature pour célébrer ça, c'est l'occasion par exemple de se poser la question de notre responsabilité environnementale et de prendre de nouvelles décisions. Alors je ne sais pas si vous avez écouté le premier épisode de mon podcast où je vous parle de mon parcours et des raisons pour lesquelles j'ai créé Espérance, mais je vous raconte dans cet épisode que j'aspire à avoir un travail intéressant, bien payé, en accord avec mes valeurs et qui me permet d'articuler vie professionnelle et personnelle comme je le souhaite. La plupart des gens, quand je dis ça, ont tendance à me répondre que le monde des bisounours n'existe pas. Alors j'espère très sincèrement que ces personnes font partie des auditeurs du jour, car dans cet épisode, je reçois Magali, qui va nous parler de son parcours et de son expérience au sein de la société Microdon, surtout connue en tant que créatrice de l'arrondi solidaire qu'on vous propose à la caisse des supermarchés ou de certains magasins. Que vous soyez salarié, entrepreneur ou passionné de SS, le témoignage de Magali est une vraie mine d'informations. Pour en savoir encore plus, je vous invite à aller visiter le site internet et les réseaux sociaux de Microdon que vous retrouverez dans la description de cet épisode. Et sans attendre, je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Magali et bienvenue Bonjour. sur cet épisode. Merci d'avoir accepté de faire partie des invités d'Espérance pour nous parler de ton parcours et de l'entreprise pour laquelle tu travailles. Donc sans plus attendre, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Bonjour, merci Marion de t'être intéressée à Microdon et au milieu de l'économie sociale et solidaire en général. J'espère que cet épisode va inspirer d'autres personnes. Donc je suis Magali et je travaille pour la société Microdon depuis 7 ans maintenant. Je suis en charge du marketing et j'ai 29 ans et j'habite présentement à Rennes. Ah, super, à Bretagne, jolie Exact. région. Alors, est-ce que tu pourrais tout simplement expliquer un peu ton parcours, ce que tu as fait, comment tu es arrivé à travailler pour Microdon aujourd'hui? Oui, avec grand plaisir. En fait, j'ai grandi à l'île de la Réunion. J'ai passé mon enfance dans le sud sauvage de la Réunion et j'ai toujours eu un petit peu la fibre solidaire. J'avais une volonté de sauver le monde et j'avais une vision dichotomique de la société. D'un côté, il y avait les gentilles associations et de l'autre côté, les méchantes entreprises. Je me suis assez naturellement orientée vers le secteur de l'humanitaire. Je me suis dit, voilà, quand je serai grande, je ferai de l'humanitaire. Et je m'étais renseignée sur les profils que les ONG recherchaient, de quoi elles avaient besoin. Et je me suis aperçue qu'un profil de type école de commerce pouvait être intéressant. Donc après mon bac littéraire, j'ai fait une prépa lettres, Hippocagne-Cagne, et ensuite j'ai intégré une grande école de commerce à Paris. Cette école de commerce, elle m'a donné l'opportunité de tester cette volonté de faire de l'humanitaire, parce que j'ai eu l'occasion pendant des stages de faire une mission humanitaire au Togo et une autre au Kosovo, ce qui m'a permis de me rendre compte que je voulais avant tout ne pas forcément être sur le terrain, mais plutôt travailler dans la gestion de projet, la logistique, etc. Donc plutôt dans les bureaux. Et lorsqu'est arrivé mon stage de fin d'études, je cherchais à nouveau donc un stage dans ce milieu-là, j'ai croisé la route de Microdon et j'ai découvert qu'il était possible d'être une gentille entreprise, donc en l'occurrence une entreprise sociale et solidaire. Et en fait, ça m'a vraiment ouvert les portes du monde de l'économie sociale et solidaire. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études chez Microdon. J'étais là, et puis à l'issue du stage, j'ai été embauchée. J'étais la 3e salariée à l'époque et maintenant on est une trentaine.
Waouh, arrivé dès le début, quoi. Oui, c'est ça. Une pionnière de micro-don. C'est ça, déjà les anciennes. Alors, bah, peut-être tu peux nous préciser comment tu as connu Microdon et puis bah, tout simplement comment c'est né, puisque tu es là depuis les débuts, tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette société. Tout à fait. Donc, Microdon, comme un petit don, hein, c'est avant tout l'histoire d'un monsieur qui est mon boss, qui s'appelle Pierre-Emmanuel, qui était ingénieur informaticien pour General Electric. Et dans le cadre de son graduate programme, il devait partir dans plusieurs pays pour tester plusieurs postes. Et il l'a envoyé au Mexique. Et en fait, il connaissait que 3 mots en espagnol, puisqu'il avait fait allemand LV2. Et il savait dire si, cerveza et beso. Donc, vous voyez à mon accent que moi aussi j'ai fait allemand LV2 et pas espagnol. Donc oui, une bière et un baiser. Et lorsqu'il est arrivé au Mexique, comme un peu tout le monde, hein, il a dû se retrouver dans un supermarché et il devait faire les courses. Et au moment où il est passé à la caisse du supermarché, l'hôtesse de caisse lui pose une question. Bien sûr, il comprend rien. Donc il se dit, bon, bah sur les 3 mots que je connais, je vais tenter le si. Assez fier de lui. Et il se rend compte que ça lui a coûté plus cher. Donc il était un peu dégoûté, il avait l'impression de s'être fait arnaquer comme un touriste. Et il en parle à ses collègues mexicains qu'en fait il a dit oui à El Redondeo, l'arrondi. Il a fait un don, il a arrondi au peso supérieur et avec les centimes, il a fait un don à une association qui aidait les enfants des rues. Il se dit que ce système est génial, c'est extraordinaire et que c'est vraiment dommage que ça n'existe pas encore en France. Donc, à son retour en France, il contacte les plus grosses ONG en leur parlant du dispositif, en disant « mais il faut absolument que vous mettiez ça en place, c'est génial ». Et puis, elle rigole un peu gentiment en disant « vous avez qu'à le faire vous ». Donc, il les prend au pied de la lettre et il embauche son boss de l'époque, qui s'appelle Olivier, enfin il débauche, et tous les deux, ils décident en 2009 de créer Microdon. Super. Qui a fêté ses 10 ans du coup l'année dernière alors. Exactement, on vous calcule, on a fait une jolie fête à cette occasion. Donc l'idée première de Microdon, c'était l'idée originelle, c'était de proposer aux consommateurs, aux clients à la caisse du supermarché de faire un arrondi. Aujourd'hui, l'arrondi que vous avez peut-être croisé chez Monoprix, Franprix, Maison du Monde, Nature et Découverte, etc. Donc l'arrondi que vous connaissez aujourd'hui, il a mis un peu de temps à se faire. On est passé pour plusieurs stades, plusieurs pilotes. Et aujourd'hui, Microdon a plusieurs solutions. Le cœur de métier de Microdon, c'est de développer des solutions innovantes pour faciliter l'engagement solidaire en entreprise. Vraiment, on aime à dire qu'on est facilitateur de l'engagement solidaire. On a d'un côté des citoyens qui ont envie de s'engager, un peu, beaucoup, passionnément, ou même pas du tout, et de l'autre côté, des associations qui ont des besoins. Donc aujourd'hui, on a 2 solutions. La première, qui est la plus connue, c'est l'arrondi solidaire. Donc, vous pouvez retrouver à la caisse des magasins. Le principe est simple. Vous passez à la caisse du supermarché. Vous en avez pour 14,60 €. Vous demandez ou le terminal de carte bleue vous propose l'arrondi solidaire. Ça passe à 15 € et les 40 centimes sont versés à l'association bénéficiaire en magasin. Donc ça, c'est notre première solution qui est présente dans 6000 points de vente aujourd'hui en France. La deuxième solution de l'arrondi solidaire, c'est sur les salaires. C'est-à-dire que les salariés ont la possibilité de chaque mois de reverser quelques euros ou plus de leur net à payer à une association de leur choix. Aujourd'hui, on a à peu près 500 sociétés qui proposent à leurs salariés de faire un don directement sur leur bulletin de paie. Et puis, un peu plus récemment, on a décidé de continuer cette exploration de l'engagement d'entreprise et on a créé il y a 3 ans la plateforme de l'engagement solidaire. Donc, c'est une plateforme qui permet aux entreprises de réunir au même endroit, c'est un guichet unique de l'engagement solidaire en entreprise. Donc, c'est sur cette même plateforme que les salariés pourront s'engager via du don d'argent. On parlait du don sur salaire, mais aussi du don de carte bleue, du don en nature, des collectes de vêtements, etc. Et aussi du don de temps pour ceux qui le souhaitent via du mécénat de compétences, des congés solidaires, des cours solidaires, etc. Donc voilà pour les 2 solutions majeures qu'on propose, l'arrondi solidaire et la plateforme de l'engagement. Génial. Donc ça, c'est une plateforme, tout le monde peut y accéder sur Internet, s'inscrire et. Non, aujourd'hui, notre offre, elle s'adresse aux entreprises
Nous, on est vraiment une entreprise B2B, comme on dit, business to business. On vend en fait nos solutions aux entreprises qui souhaitent le mettre en place pour leurs salariés ou pour les clients dans le cas des enseignes de distribution. Super. Donc une idée à suggérer à son patron en retournant au travail demain. Exactement. Génial. Alors, bon, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que moi, quand j'ai parlé de microdons autour de moi, la première question qu'on m'a posée, c'est on m'a dit, bah oui, c'est super, mais tu me dis que c'est une entreprise. Comment c'est possible qu'une entreprise fasse des bénéfices alors que elle utilise des dons qu'elle reverse à des associations? Oui, alors c'est une très bonne question. En effet, c'est une des premières questions qu'on nous pose. Le choix du modèle économique de microdons a été fait dès le début et toute l'équipe, on partage cette valeur. C'est vraiment une valeur forte. C'est 100% des dons sont reversés aux associations. Donc, quand vous donnez 43 centimes en magasin, les 43 centimes sont bien reversés à l'association. Et d'ailleurs, c'est un modèle économique qui, en toute transparence, est logique parce que si on prenait des commissions sur des centimes, on aurait du mal à s'en sortir. Donc, il n'y a pas de commission sur les dons et les associations sont jamais nos clients. Elles sont toujours bénéficiaires. Nos clients, ce sont les entreprises qui nous payent pour qu'on installe la solution de l'arrondi solidaire, à la fois techniquement, mais aussi via une prestation de service dans leur entreprise ou dans leur enseigne. C'est comme ça qu'on D'accord, se rémunère, tout simplement. super. Et est-ce que ça englobe aussi, du coup, au niveau, par exemple, de la communication qui peut être faite par les entreprises sur ce biais-là, ou c'est vraiment juste au niveau de l'installation et Nous, on s'occupe vraiment de tout dans la mise en place et la mise en œuvre de l'arrondi solidaire. Donc, il y a le côté technique, il y a la formation aussi des équipes magasins dans le cas de l'arrondi en caisse. Il y a la partie communication aussi, mais il y a aussi la partie qui est peut-être est un peu moins, on y pense un peu moins au début, mais la partie reversement des dons. Comment on fait pour récolter des centimes auprès de 6000 magasins et s'assurer qu'au centime près, c'est bien reversé aux associations? Bah voilà, c'est aussi notre valeur ajoutée et notre expertise, donc de s'assurer de la traçabilité des dons, de la collecte et du reversement. waouh. J'aurais pas pensé, tu vois, quand j'en ai parlé, qu'on m'a posé cette question, je me suis dit effectivement qu'il y avait les entreprises qui payaient, mais je pensais quand même, parce que c'est pas, comment dire, on peut faire les deux, qu'il y avait une commission effectivement qui était prélevée sur les dons, donc c'est vraiment hyper solidaire et vraiment c'est là où on voit un accord total en fait avec les valeurs de l'entreprise que de dire bah non, nous les dons, même si on pouvait récupérer, parce que certes, c'est en centimes, Mmh, mais bon, des centimes plus des centimes, si vous preniez 5% à chaque fois, bah, ça ferait quand même à la fin de l'année mmh, une ouais. somme. Bah justement, tu parles de quelques chiffres. Je pense que c'est intéressant, voilà, de se rendre compte combien on a collecté. Donc, on a 10 ans, on a un peu plus que 10 ans. Aujourd'hui, on a 600 sociétés qui sont engagées. On a collecté 60 millions de microdons, ce qui représente 20 millions d'euros qu'on a reversé à plus de 1300 associations bénéficiaires. Et pour donner un petit chiffre sympa, on a chaque mois 1,5 million de Français qui font un don via nos solutions. Waouh, Donc c'est pour trop nous, bien. c'est une vraie fierté, une vraie victoire, parce que je peux te dire que quand j'ai rejoint l'équipe, on était 3 salariés, c'était pas ces chiffres-là du tout. Ouais, j'imagine bien. On a C'est une super. croissance qui est vraiment exponentielle et ça fait plaisir à voir, en tout cas en termes de collecte. Génial. Et au niveau des associations, il y a des critères ou c'est des associations, toutes celles qui veulent en bénéficier, vous contactent et Alors, on a des critères qui sont volontairement très larges pour qu'un maximum d'associations puissent en bénéficier. Donc, il faut être une association française d'intérêt général et avoir le droit d'émettre des reçus fiscaux. Donc, voilà, c'est très large comme tu le vois. Au début, on avait décidé de mettre de côté les associations culturelles et sportives et finalement, on s'est dit bah pourquoi pas. Si elles peuvent tout à fait aussi bénéficier des dons. Et en fait, la manière dont est choisi les associations bénéficiaires, c'est que nous, on va jamais mettre en avant une association plus qu'une autre. On reste totalement impartial. Heureusement, on a 1300 associations bénéficiaires, ce serait compliqué. On propose tout simplement aux entreprises, on leur dit qu'elles sont libres de choisir n'importe quelle association de leur choix. Donc généralement, elles aiment bien faire voter leurs salariés pour choisir une association qui plaît. Ah, super, super.
ça met bien en avant aussi justement l'implication des salariés Mmh, de procéder comme ça, c'est vraiment bien. tout à fait. Donc, bah, merci déjà pour toutes ces informations et tous ces chiffres. Donc, on parle depuis le début de l'épisode d'économie sociale et solidaire, et tu m'as fait me remarquer à juste titre que ça ne concernait pas que l'objet en fait d'une société, mais aussi la façon dont elle fonctionnait. Oui. Donc, je te laisse expliquer un peu aux auditeurs bah, justement l'organisation et le fonctionnement interne de Microdon. Oui. Donc on n'est pas une association, mais pas une entreprise comme les autres non plus. Donc on est une entreprise sociale et solidaire, et on a aussi l'agrément Bicorp, entreprise qui change le monde. Donc la première chose, c'est que on a l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Le premier critère, c'est que la recherche d'impact social est aussi importante que la recherche de profit. L'intérêt général en fait passe au même plan. Ce qui veut dire que concrètement, nous Microdons, au quotidien, on va regarder avec autant d'intérêt le nombre de dons qu'on collecte que le chiffre d'affaires qu'on fait. Ces deux chiffres ont autant de valeur l'un et l'autre. Et c'est assez logique, mais ils sont corrélés. C'est-à-dire que si on fait pas de chiffre d'affaires, bah forcément l'entreprise va aller pas bien, et donc on va ne plus pouvoir collecter de dons pour les associations. Et à l'inverse, si on fait plein de chiffres d'affaires mais qu'on collecte pas, la raison d'être de Microdon n'est plus, on ne sert plus à rien, l'idée originelle est bafouée. Donc c'est vraiment deux chiffres qu'on va regarder avec autant d'intérêt. Un autre des critères pour être une entreprise solidaire, c'est que les salaires sont encadrés. Donc ils sont plafonnés par rapport au SMIC, mais aussi ils sont encadrés dans le sens où on peut pas dépasser une certaine différence entre le plus haut salaire et le plus bas salaire, ce qui permet de niveler les salaires mais vers le haut, donc de rester équitable. Donc ça, c'est vraiment pour la particularité entreprise solidaire pour cet agrément, hein. Et il se trouve qu'on a aussi des investisseurs chez Microdon, et ce sont tous des investisseurs solidaires. Bien sûr, on a fait le choix de travailler avec des investisseurs solidaires. Donc la deuxième particularité de Microdon, c'est qu'on a une gouvernance participative, donc ce qui signifie qu'on utilise un mode de décision démocratique. Chaque salarié définit ensemble la stratégie de Microdon, et tu peux imaginer que pour avoir une telle gouvernance participative, que pour prendre les meilleures décisions, ça aussi sous-entend une totale transparence de l'entreprise. Donc tous les salariés ont accès, par exemple, au compte bancaire de Microdon. En tout cas, on sait par exemple quelle est la situation de trésorerie, tous les chiffres, etc. Il y a une totale transparence dans l'entreprise. Donc ça, c'est pour l'aspect gouvernance participative. Et enfin, il y a un troisième aspect qui est celui de l'entreprise libérée. Donc on a décidé de s'organiser comme ça. Nous, plus particulièrement, on est en entreprise libérée, dit OPAL. Voilà, c'est un terme économique, on va dire. Donc ce qui veut dire que il n'y a pas de hiérarchie chez Microdon, donc c'est ni une hiérarchie verticale, bien sûr, mais pas de hiérarchie horizontale non plus. Le concept de l'entreprise libérée OPAL, c'est de considérer une entreprise comme un organisme vivant qui s'adapte à son environnement. Donc, par exemple, la raison d'être de Microdon va évoluer en fonction de son environnement. Et d'ailleurs, on la questionne régulièrement. Il y a aussi l'idée de réconcilier la vie personnelle et professionnelle du salarié, qui soit dans un environnement de travail bienveillant, et qu'on ait un consentement collégial aussi dans les prises de décision. Et enfin, un des aspects clés de l'entreprise libérée OPAL, c'est l'autogouvernance, que je trouve assez passionnant, en fait, où chaque collaborateur est le plus autonome possible. Donc on gère nous-mêmes nos projets, nos temps de travail, nos congés, notre rémunération, notre formation, etc. Donc c'est vraiment basé sur la confiance et la responsabilisation du salarié. Donc voilà un petit peu pour les trois éléments clés de Microdon en tant qu'entreprise. Donc on est à la fois une entreprise solidaire, une entreprise à la gouvernance participative et une entreprise libérée OPAL. C'est génial. Moi, je m'étais intéressée, comme je t'avais dit, à l'ESS. C'est vrai que les deux premières notions, je les avais. L'entreprise libérée, Opal, je n'avais jamais entendu parler, et je D'accord. trouve ça vraiment super. Et d'autant plus que, enfin, je pense qu'il y a, je pense, mais qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui peut-être ne sont jamais intéressées à l'ESS ou n'en ont peut-être même pas entendu Ah parler, oui. qui doivent se dire.
que ce que tu racontes, c'est un peu l'entreprise idéale qui n'existe pas. Parce que c'est quoi toutes ces données, je pense que ça correspondra pas non plus à tout le monde, mais toutes les personnes aujourd'hui qui sont un peu mal dans leur boulot, dans leur entreprise, c'est souvent pour une des raisons que tu as citées, que ce soit l'importance de la vie perso, bah justement la possibilité d'avoir un rôle à jouer vraiment dans l'entreprise, qu'on soit écouté. Donc, ça fait du bien de savoir qu'il y a des entreprises qui fonctionnent comme ça, en plus d'avoir un objet qui soit solidaire, qui est une organisation de la sorte. C'est hyper rassurant et ça donne envie, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi et pour peut-être illustrer sur mon cas, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie de travailler chez Microdon dans ce type d'organisation. Je t'ai raconté un petit peu au début que j'avais grandi à La Réunion et une fois arrivée pour mes études à Paris, au bout d'un moment j'en ai eu marre de Paris et en même temps je voulais absolument continuer de travailler pour Microdon parce que cette quête de sens me plaisait énormément, l'organisation me plaisait et j'avais envie de retourner vivre sur une île au soleil paradisiaque. Et donc, on a trouvé un compromis qui a plu à tout le monde. Et en fait, je suis partie vivre à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Donc, en fait, je suis rentrée il y a quelques mois. Donc, pendant 4 ans, j'ai vécu à Nouméa en gardant mon CDI, le même poste que j'avais, et tout simplement en faisant du télétravail depuis chez moi. Et c'est parce qu'on est dans une entreprise qui fait confiance aux collaborateurs, qui responsabilise. Donc, ça nous permet de vraiment créer en fait le métier qu'on veut, de modeler le métier dont on rêve. C'est ça, un métier qui nous permet de savoir pourquoi on se lève le matin, avec la quête de sens, la collecte de dons pour les associations, et en même temps qui s'accorde à notre vie et à l'évolution de nos besoins, parce que quand au début de sa carrière, on a certaines envies, certaines attentes, au fur et à mesure, notre vie change, et au début, on est très content de vivre à Paris, puis après, on veut vivre un peu ailleurs, après, on a une vie de famille, ensuite, on a envie de reconversion. Donc, par exemple, moi, j'ai pu bénéficier de ce télétravail très, très lointain. On a de toute façon un tiers de l'équipe qui est en télétravail permanent. On a deux personnes notamment qui ont décidé de faire une pause chez Microdon pour partir sur le terrain en mission humanitaire, parce que elles aussi, elles avaient été un peu tiraillées entre travailler sur le terrain ou dans des bureaux, donc qu'on pu au Vietnam et au Congo justement vivre leur envie jusqu'au bout. On a des personnes qui ont décidé de changer de métier tout en restant chez Microdon, donc qui ont pu se former et qui sont passés de chef de projet à product owner, PO. Donc voilà, c'est ça que permet une telle organisation. Ouais, parce qu'on a souvent l'habitude que les entreprises veuillent, j'arrive plus à parler, que les salariés soient au service en fait de leur job. Et là, en fait, c'est totalement réciproque, c'est-à-dire que tu peux modeler ton job justement pour que ça soit en accord avec toi, avec ce que tu attends, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Donc, c'est forcément, je pense, hein, enfin, je connais pas après les stats chez Microdon, mais à mon avis, il y a très peu de personnes qui ont envie de partir ou qui se sentent mal dans leur job quand on a la chance de pouvoir justement modeler son travail comme ça, quoi. Est-ce que tu penses que Microdon est une exception ou de ce que tu connais, parce que j'imagine que comme tu es dans cette entreprise-là, tu as peut-être une vision plus précise de ce paysage-là que moi ou que les personnes qui sont dans une entreprise classique. C'est une exception ou ça a tendance à se développer dans d'autres entreprises? Oui, alors en fait, Microdon fait partie de la grande famille de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, cette fameuse famille que j'ai découvert lors de mon stage de fin d'études, qui m'a levé le voile sur ma vision dichotomique de l'existence. Que Microdon n'est pas du tout la seule entreprise qui a choisi ce modèle-là. Et en fait, il y a énormément d'entrepreneurs en France qui montent des projets sur la base de l'entrepreneuriat social, donc qui veulent fusionner recherche de l'intérêt général et succès économique en fait tout simplement, et au-delà de cet impact social, les idées même d'entreprises libérées, Opal, gouvernance participative font leur bout de chemin parce que on voit que ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est pas forcément lié au modèle d'entreprise solidaire, puisque on a des exemples d'entreprises liées à l'industrie, hein, avec des usines, des ouvriers qui sont organisés dans ce type de gouvernance. Donc en tout cas, moi je crois vraiment à la réussite du milieu de l'ESS. Aujourd'hui, il y a
Ça recrute énormément. On dit que c'est un peu les métiers du futur. Il y a de la place pour des entrepreneurs aussi, ceux qui veulent se lancer. Et aujourd'hui, même les écoles, les formations se sont mis à jour puisque on peut passer des masters en économie sociale et solidaire. On peut aller se former dans des écoles d'humanitaires comme 3A, etc. Donc, Ouais. d'ailleurs, ça me fait un peu rire parce que l'école de commerce dans laquelle j'ai fait mes études, à l'époque, je passais vraiment pour un ovni quand j'expliquais que je faisais une école de commerce pour, au final, faire de l'humanitaire. J'aimais bien dire en rigolant que c'était pour connaître mon ennemi. Et, et au final, cette même école de commerce maintenant propose un master en ESS. Donc, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Il y en avait déjà. Moi, je m'étais intéressée il y a quelques années, justement, pendant que j'étais en fin d'études, il y en avait déjà. Et c'est vrai que ça a tendance à se démocratiser. Et je pense que bah, le message que tu portes à travers ce podcast, ça va donner, je suis sûre, de l'espoir à toutes les personnes qui sont salariées, qui veulent, voilà, qui sont peut-être pas au top dans leur entreprise ou qui ont Ouais. envie justement d'avoir ça, mais aussi, comme tu l'as mentionné, aux entrepreneurs. Parce que moi, j'étais en contact aussi avec des personnes qui, justement, se lançaient dans l'ESS. C'est pas un chemin non plus facile de pouvoir Mm. justement trouver cet équilibre entre ben, l'objet vraiment solidaire et à la fois la sécurité financière derrière, parce qu'il faut quand même bah, gagner sa Mm. vie au bout du compte. Mais je pense que justement, voilà, ce témoignage, ça donne aussi de l'espoir à tous ces entrepreneurs-là. Ben, j'espère. Alors, j'aimerais bien enfin, que tu nous parles du coup de cette période un peu compliquée dans laquelle on est, puisque bon, tu m'as dit le télétravail pour vous, ça n'a pas été quelque chose de très compliqué vu que c'est quelque chose qui était déjà ancré. Par contre, vous avez profité de ce confinement justement pour déployer de nouvelles actions. Mmh. Oui, bah, c'est vrai que la situation dans laquelle on est, donc là en pleine crise Covid-19, a montré que la France était prête à être solidaire, puisque assez spontanément, il y a énormément d'initiatives qui se sont montées en 24 heures pour soutenir bah, les soignants, les patients et puis toutes les personnes qui sont en première ligne aujourd'hui pour que nous, on soit en bonne santé. Nous, comme on se positionne comme facilitateur de l'engagement solidaire, c'était aussi le moment où on devait tout donner et toute l'équipe soit mobilisée pour justement faciliter cette rencontre entre citoyens qui ont envie d'aider, de participer et associations qui ont énormément de besoins et qui ont besoin de gérer tout cet afflux d'aide. Donc, on a décidé de mettre en place plusieurs choses. La première, bien sûr, c'est qu'on a proposé à toutes nos entreprises clientes de mettre en place un programme un petit peu spécial Covid-19. Donc déjà, via du don d'argent à proposer aux salariés au profit de la fondation APHP et aussi via un programme de don de temps généralement du don de temps à distance, hein, plutôt pour soutenir par exemple des seniors isolés, faire des appels, etc. On a aussi proposé aux entreprises qui n'étaient pas, avec qui on ne travaillait pas encore, de mettre à dispo cette plateforme gratuitement pour que leurs salariés puissent quand même s'engager. À la caisse des supermarchés, vous avez aussi dû peut-être vous en apercevoir, donc dans les magasins qui sont encore ouverts, hein, donc chez Monoprix, Franprix, Biocop et Naturalia, aujourd'hui, quand vous faites un don, c'est au profit de la fondation APHP. Et on s'est aussi dit qu'on allait un peu s'éloigner de ce qu'on avait l'habitude de faire en montant une grande campagne de collecte en ligne, hein, de crowdfunding. Finalement, nous, d'habitude, c'est aussi la foule qui donne via des centimes. Donc là, on s'est dit, on va le faire entièrement en ligne. Donc, on s'est dit, allez, on va faire un partenariat avec Ulule, KissKissBankBank, avec qui a la Croix-Rouge, il y a la Fondation APHP, Auchan, Carrefour, enfin voilà, maintenant il y a même Frishti, pour proposer aux citoyens de donner quelques euros pour confectionner des paniers solidaires, donc des paniers de marchandises de première nécessité à distribuer aux personnes isolées, notamment les sans-abri ou des personnes en situation de précarité économique, et aussi à des soignants qui n'ont pas le temps de faire les courses. Donc on avait un objectif de collecte de 3 000 euros et on est à 200 000 euros. Donc les Français ont C'est été génial. encore vraiment très très généreux, ils nous ont agréablement surpris. Et enfin, on s'est dit qu'on était aussi très bien placé pour pouvoir remercier les hôtesses de caisse et tous les personnels dans les magasins avec qui on travaille, nous, d'habitude, qui sont particulièrement vulnérables en ce moment et qui pourtant travaillent. On a lancé l'initiative Vous assurer,
où on propose aux citoyens de mettre des petits rubans de couleur sur leur balcon, voilà, pour montrer à tous les métiers qui sont pas soignants mais qui travaillent quand même, donc les éboueurs, les femmes de ménage, etc., qu'on les soutient. Génial. C'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir justement autant de solidarité. Enfin, je pense notamment à la cagnotte, c'est juste énorme d'avoir même dans les entreprises qui ont réussi grâce au crowdfunding, on n'a pas eu des écarts aussi fous. Et ça fait du bien parce que c'est ce que je disais dans le premier podcast que j'ai fait où je parlais de la situation du Covid-19. Quand on écoute les gros médias, voilà, je pense aux gens qui passent peut-être leur journée devant BFM, on n'a pas cet aspect de solidarité qui ressort beaucoup, alors pourtant il est ultra présent. Enfin, ce que je trouve incroyable, c'est que parfois, on a des choses qui sont vraiment là, qui sont vraiment présentes. Et comme elles sont moins mises en avant, on a l'impression qu'elles n'existent pas, alors que c'est Oui. totalement faux et qu'elles sont là, quoi. Donc, Mais c'est sûr que là, on peut, en tout cas, nous, on voit à quel point les Français peuvent se mobiliser, se montrer solidaires et généreux. On savait déjà qu'aujourd'hui, les associations, leur public cible, en tout cas leurs donateurs cibles, ce sont des personnes plutôt âgées, des personnes qui sont à la retraite, donc des plus de 50 ans. Et un des enjeux majeurs pour les associations, c'est d'attirer un nouveau public et plus spécifiquement celui des jeunes. Et on s'est rendu compte que les outils de type Micronom permettaient d'attirer des nouveaux publics, notamment parce que c'est indolore en fait, c'est quelques centimes, donc même quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas beaucoup de revenus, c'est assez facile. Et puis c'est dans votre geste du quotidien en fait, c'est intégré dans un geste du quotidien. Vous n'avez pas à donner votre RIB, à recevoir un courrier, à le découper, à envoyer un chèque à l'association. Donc nous, on remplace pas ces usages classiques qui fonctionnent très bien auprès d'une population qui a l'habitude de donner, mais on amène un nouveau public de donateurs aux associations et ce sont des personnes qui se mettent à s'intéresser aux associations via ce biais-là. Donc on a calculé que pour le don sur salaire, par exemple, lorsqu'on propose aux salariés de donner les centimes de leur salaire chaque mois, on a un tiers des donateurs qui sont des nouveaux donateurs, donc des personnes qui avaient jamais fait de don de leur vie. Donc, on espère qu'ils continueront. Et là, en ce moment, pour la crise Covid-19, lorsqu'on voit les salariés qui souhaitent s'engager, nous donner leur temps, pareil, c'est des profils de salariés qui n'ont jamais été bénévoles dans une association et qui d'un coup se disent OK, là, je me sens inutile à rester chez moi. Comment je peux agir dites-moi comment faire pour aider. Hein. ouais. C'est top que je puisse faire ce podcast avec toi justement pour faire ressortir ça. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'entendre ça de la part d'une personne qui est au cœur justement du process. Moi, personnellement, c'est vrai que j'avais donné à des associations pour vraiment des crises particulières comme le tsunami qu'il y avait eu en Malaisie, etc. Oui. Mais sinon, c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de facilité quand je suis arrivée. Moi, je crois que la première fois, c'était à Nature et Découverte qu'on m'a proposé l'arrondi. Et c'est vrai que c'est tellement plus évident. On n'a pas derrière nous à savoir, bon, alors à quelle association je vais donner. Cette recherche, finalement, on n'a pas non plus à la faire, ce qui peut parfois être un frein, un peu parce que justement, soit on va trop hésiter, soit on va pas savoir à laquelle donner. Là, au moins, on est là, on est à la caisse, on sait que peut-être on va le faire à chaque fois, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, on aura déjà fait un geste à la hauteur de ce qu'on peut faire. Donc, ça parle beaucoup plus effectivement aux personnes de notre tranche d'âge, je pense. Dernière petite question, on en a déjà quand même beaucoup parlé à travers tout ce que tu nous as expliqué, mais quelqu'un qui écoute ce podcast et qui se dit, moi aussi, je veux faire quelque chose, je veux donner mon temps, mon argent, je veux m'engager, je veux être dans une entreprise plus solidaire. Enfin, voilà, quelles sont les options pour une personne qui a envie d'exprimer sa solidarité? Bon, là, une des premières manières, bien sûr, c'est de dire oui lorsqu'on vous propose de faire un arrondi à la caisse du supermarché. Alors, peut-être pas tout le temps, hein, d'ailleurs, mais le faire de temps en temps. Sachez que vos quelques centimes, à la fin, ils forment 20 millions d'euros qu'on a reversés. Donc, ils comptent vraiment. Vous pouvez, bien sûr, si vous travaillez au sein d'une entreprise, parler à votre responsable RH ou RSE de l'arrondi solidaire ou de la plateforme de l'engagement si vous souhaitez mettre ça en place auprès de vos collaborateurs. Et ensuite, à titre plus personnel, si votre métier ne vous convient pas spécialement, si vous avez envie de donner du sens à votre quotidien, intéressez-vous donc au milieu de l'ESS. Sachez que aujourd'hui, on n'est pas obligé de souffrir en travaillant. Il existe une nouvelle manière de réinventer son travail. Voilà,
intéressez-vous à ces entreprises libérées et au monde de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des entreprises qui sont amenées à recruter et qui vont recruter dans les prochaines années. Et si vous avez en plus une bonne idée, lancez-vous dans l'entrepreneuriat social. Aujourd'hui, je pense que c'est impensable lorsqu'on est entrepreneur de se lancer sans se poser la question de son impact social sur la société. Donc vraiment, intéressez-vous à ce milieu-là. Il est passionnant. Ouais, il est passionnant et c'est vrai effectivement qu'on voit de plus en plus d'entreprises. Alors, j'essaye toujours de faire la distinction parce que vu que c'est des choses qui m'intéressent, je me dis peut-être je me focus dessus alors que bon, c'est pas tant que ça. Mais à chaque fois que je vois des entreprises, voilà, là j'ai encore un prochain, enfin le dernier podcast et le prochain, c'est avec des entrepreneurs pareil qui ont vraiment mis cette dimension solidaire, que ce soit sociale ou environnementale d'ailleurs, mais au cœur de leur projet. Et on le voit parce que justement, tu parlais du crowdfunding que vous avez fait, mais même ça, les campagnes de crowdfunding, ça marche énormément. Les gens, ils sont prêts à investir. Alors certes, il y a les contreparties derrière, mais quand même, la démarche, c'est justement d'aider des personnes dans leurs projets et la plupart du temps humanitaires ou solidaires. Donc, c'est la beauté du don et de la solidarité, en fait. Alors, on arrive à la fin de ce podcast, Magali. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à ajouter ou un point sur lequel tu souhaitais revenir? Non, merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de parler de ce qu'on fait parce qu'on est assez passionnés et fiers de notre impact et aussi à titre plus personnel, je trouve ça toujours intéressant de raconter mon parcours puisque c'est un parcours où vraiment où j'ai créé le métier dont je rêvais, là où je suis compétente, là où je peux gagner de l'argent et je peux m'épanouir et être utile aux autres. Donc c'est vraiment la combinaison parfaite. Donc j'espère que ça va inspirer d'autres personnes. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment un échange qui reflète exactement ce que je voulais communiquer à travers Espérance. C'est de montrer que qu'il faut avoir confiance, qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place alors qu'on n'en a pas toujours conscience ou qu'on ne sait pas. Qu'il y a des personnes qui réussissent totalement à être épanouies dans leur travail, dans leur activité, en accord avec leurs valeurs et que voilà, il y a pas que des personnes qui se lèvent le matin et qui en ont marre d'aller travailler ou qui sont dans une entreprise et qui est à l'encontre en fait de ce en quoi ils croient. Donc merci énormément pour ton partage d'expérience. Avec grand plaisir.